On plonge direct. Aujourd'hui, on va décortiquer quelque chose de fondamental. Bien avant de parler d'atomes, d'énergie ou de gravité, il faut comprendre l'outil même qui nous permet d'étudier tout ça. Et franchement, il ne faut pas voir ça comme un cours magistral un peu poussiéreux. C'est plutôt, c'est un peu comme le grand voyage d'un détective. La science, c'est vivant, c'est hyper dynamique et c'est bourré de mystères à élucider. C'est une vraie aventure de l'esprit. D'ailleurs, il y a un mythe très tenace qu'il faut absolument déconstruire tout de suite. L'idée que faire de la science, c'est juste avaler des encyclopédies par cœur. C'est complètement faux. En réalité, c'est une façon très spécifique d'interagir avec le monde. C'est une méthode totalement active. On observe, on teste, on décrypte. C'est littéralement une lentille à travers laquelle on regarde la réalité pour en comprendre les rouages intimes. Au programme de notre enquête aujourd'hui, on ira d'abord au-delà des faits mémorisés. Ensuite, on verra comment débute l'enquête. Puis, place à l'épreuve de l'expérience, suivie d'une vérité en évolution. Et on terminera par la méthode appliquée, dans l'ombre. Première étape de notre parcours, au-delà des faits, la science vue comme une enquête active. Pour bien comprendre cette dynamique, il faut revenir à la base absolue, à l'étincelle de départ de toute découverte, la curiosité. On lève les yeux et on se demande spontanément « Tiens, au fait, pourquoi le ciel est-il bleu ?» Ou alors, on lâche un objet et on remarque qu'il tombe, toujours. Pourquoi les objets tombent-ils systématiquement vers le sol, alors que la Lune, elle, flotte tranquillement là-haut? Ou encore, on s'approche d'une flamme et on se demande pourquoi le feu chauffe. C'est exactement cette question, ce fameux « pourquoi ça arrive » qui allume la mèche. C'est ça le véritable point de départ de l'esprit scientifique. Passons à la deuxième étape, le début de l'enquête, de l'observation à la proposition. Une fois qu'on a cette petite étincelle de curiosité, comment on en fait une vraie investigation structurée? Voici l'épine dorsale de tout le processus, en 6 étapes incontournables. On a d'abord la question, puis l'observation, ensuite l'hypothèse, l'expérience, le résultat, et enfin la récompense, une meilleure compréhension du phénomène. C'est cette boucle qui garantit qu'on avance avec logique. Arrêtons-nous un instant sur la deuxième étape, l'observation. Ce n'est pas juste regarder vaguement autour de soi, c'est scruter attentivement le monde réel. Un exemple tout bête, on remarque que souvent, après une grosse averse, s'il y a un beau soleil, un arc-en-ciel apparaît. Pas besoin de calculs compliqués à ce stade, on relie juste des faits indéniables. Pluie plus soleil égale arc-en-ciel. L'enquête commence très souvent exactement comme ça. Et c'est là qu'entre en scène l'hypothèse. Toujours avec notre arc-en-ciel, on pourrait se dire peut-être que la lumière du soleil traverse les gouttes d'eau et se sépare en pleine couleur. C'est une super idée. Mais attention, et c'est absolument crucial, ce n'est pas encore la vérité. C'est juste un point de départ, une théorie, une intuition éclairée, qui va maintenant devoir survivre à l'épreuve des faits. Troisième partie, l'épreuve de l'expérience, ou comment prouver nos idées dans le monde réel. C'est le grand moment de vérité. L'idée sort de notre tête pour affronter la réalité du terrain. L'expérience, en fait, c'est le tribunal de notre hypothèse. Et pas besoin d'un laboratoire à des millions d'euros. Une simple lampe de bureau fera office de soleil, tandis qu'un prisme, un verre d'eau ou même un vieux CD abandonné simuleront les gouttes de pluie. Le but, voir si la lumière blanche de la lampe va vraiment se séparer en couleurs. Si c'est le cas, bingo, notre hypothèse gagne sa toute première bataille. Mais, petite subtilité, faire cette expérience une fois, tout seul dans son salon, ça ne compte pas vraiment. La science est exigeante, elle nous dit « prouve-le et montre-moi que ça marche à chaque coup ». Si d'autres personnes refont exactement la même manipulation, est-ce qu'elles obtiennent le même résultat? Une affirmation isolée ne vaut pas grand-chose. L'idée ne devient puissante que lorsqu'elle est reproductible par n'importe qui. Ce qui nous amène naturellement à la quatrième partie, une vérité en évolution. Car oui, la science peut changer. C'est peut-être le plus grand plot twist de cette méthode. Contrairement à un dogme ou à des opinions totalement figées, la démarche scientifique est pleine d'humilité. L'enquête n'est jamais définitivement bouclée. Quand on invente de meilleurs instruments ou qu'on fait de nouvelles observations, nos vieilles idées finissent par évoluer. On trouve de meilleures preuves et on ajuste tout simplement notre compréhension. Se tromper en science, ce n'est pas un échec, c'est carrément le meilleur moyen d'affiner la vérité. Cinquième et dernière partie, la méthode appliquée. Résolvons un mini-mystère ensemble. Ouvrons un tout nouveau dossier d'enquête pour voir comment tout ça s'emboîte de A à Z, le mystère de l'ombre. Étape 1, la question « Pourquoi y a-t-il une ombre ?» Étape 2, l'observation. On met une main devant une lampe et hop, une forme sombre de la taille de la main se dessine sur le mur. Étape 3, l'hypothèse est lancée. Tiens, peut-être que la main agit comme un obstacle et bloque physiquement la lumière. L'idée est claire et surtout, on peut la tester. On passe donc à l'expérience. On bouge la main devant la lampe, on l'avance, on la recule. Le résultat observé en temps réel est implacable. L'ombre bouge et change de taille en parfaite synchronisation. Elle dépend directement de la position de notre main par rapport à la source lumineuse.
La conclusion s'impose d'elle-même, les ombres apparaissent bel et bien quand un objet bloque le trajet de la lumière. Affaire classée, mystère résolu et reproductible. Au final, la clé de voûte de toute notre exploration tient en une phrase. La science, c'est l'art de poser de bonnes questions et de chercher des preuves. La prochaine fois qu'un phénomène étonnant se produira sous nos yeux, on saura exactement par quelle boule prendre. D'ailleurs, ça donne matière à réflexion. Si la science n'est finalement qu'une méthode rigoureuse pour interroger la réalité, parmi toutes les certitudes absolues qu'on a aujourd'hui, laquelle sera la première à s'effondrer demain face à une toute nouvelle preuve ? Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement au cœur de l'un des concepts les plus fascinants qui soient, les briques fondamentales de notre monde physique. En fait, absolument tout ce qui compose notre réalité matérielle repose sur des règles d'une simplicité et d'une beauté absolue. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, pas à pas. Mais juste avant d'aller plus loin, on doit absolument se poser la question de base. De quoi notre monde est-il vraiment fait ? Si on observe les objets de notre quotidien, que ce soit la table sur laquelle on s'appuie, les chaises de la pièce, ou même un simple petit caillou sur le bord du chemin, qu'est-ce que toutes ces choses peuvent bien avoir en commun ? En apparence, c'est vrai, tout les oppose. Mais à un niveau fondamental, elles partagent très exactement la même nature. Alors, voici comment on va procéder aujourd'hui. D'abord, on va définir ce qu'est la matière. Ensuite, on va s'intéresser à la masse et au volume. Troisièmement, on explorera les états solides, liquides et gaz. En 4, on verra le rôle de la chaleur. Et pour finir, on fera un gros plan sur les briques invisibles de l'univers. C'est parti pour un voyage du macro vers le micro. On attaque donc avec notre première grande étape. Qu'est-ce que la matière exactement ? Il y a une définition formelle incontournable à connaître. La matière, c'est tout ce qui a une masse et qui occupe de l'espace. Pour faire simple, c'est la substance même de la réalité, ce dont les choses sont faites. La règle d'or, elle est là. Si une chose coche ces deux cases, avoir une masse et prendre de la place, alors boum, c'est de la matière. C'est vraiment la règle fondatrice de toute notre exploration. Pour bien ancrer ça dans le réel, prenons quelques exemples concrets. Une pierre, c'est de la matière. L'eau, pareil. Le corps humain ou une simple table, c'est de la matière aussi. Mais attention, voici un détail super fascinant. La matière peut carrément être invisible à l'œil nu. L'air, par exemple. On ne le voit pas, mais il est bel et bien là. On le sent physiquement quand le vent souffle, ou on le voit en action quand on gonfle un ballon et qu'il prend du volume. L'invisible fait partie intégrante du monde physique. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième partie, la masse et le volume, les deux règles clés. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de contraster ces deux concepts. La masse, en fait, ça représente la quantité de matière à l'intérieur d'un objet. Le volume, à l'inverse, c'est l'espace que cet objet occupe. Ce sont deux mesures complètement distinctes. Petite parenthèse au passage, il ne faut surtout pas confondre la masse avec le poids au quotidien. Le point à retenir, c'est que plus un objet contient de matière, plus sa masse est grande, tandis que le volume ne concerne que la géométrie, l'encombrement dans l'espace. Prenons d'autres exemples pour bien cimenter tout ça. Côté masse, un énorme rocher possède forcément beaucoup plus de masse qu'un tout petit caillou. Pareil, une bouteille remplie d'eau a une masse bien supérieure à une bouteille vide. Et côté volume, c'est une question de place. Une boîte prend de la place, un ballon prend de la place, un verre rempli d'eau prend de la place. À partir du moment où l'on peut confirmer la présence d'une masse et d'un volume, on a la preuve absolue qu'on a affaire à de la matière. Passons maintenant à la troisième partie. Solide, liquide et gaz. Les fameux 3 états principaux. C'est par leur forme qu'on distingue ces 3 états. Le solide, lui, a une forme fixe. Une pierre ou un crayon vont garder leur structure peu importe où on les pose. Le liquide, c'est différent, il n'a aucune forme fixe, il s'adapte instantanément pour épouser la forme du récipient qui le contient, il suffit de penser à de l'eau ou à de l'huile dans un verre. Et enfin, le gaz, non seulement il n'a pas de forme fixe, mais en plus il cherche à s'échapper pour remplir absolument tout l'espace disponible. L'air, la vapeur d'eau ou l'hélium sont de parfaits exemples. C'est d'ailleurs pour ça qu'un parfum ouvert va embaumer toute une pièce au bout d'un moment, les particules de gaz se baladent en toute liberté. Partie 4, le rôle de la chaleur, le véritable moteur du changement. Et ça, c'est brillamment illustré par l'eau, qui est un peu le cas d'étude parfait, puisqu'on la trouve naturellement sous ces 3 états. D'abord, bien solide avec la glace quand il fait très froid. Ensuite, elle se transforme en eau liquide à température ambiante. Et pour finir, quand elle est chauffée à l'extrême, elle devient un gaz, la fameuse vapeur. C'est littéralement la même matière, du début à la fin, mais dans des états d'énergie complètement différents. Parce que la règle absolue, la voici. La chaleur transforme l'état de la matière. C'est un gain ou une perte d'énergie thermique qui déclenche ce changement. Si on ajoute de la chaleur à de la glace, elle fond et devient liquide. Si on continue de chauffer, le liquide se met à bouillir et se transforme en vapeur. Et le truc génial, c'est que ça marche exactement en sens inverse. Retirer de la chaleur refroidit la vapeur, la condense en liquide, et si on refroidit encore ce liquide, il finit par geler pour redevenir un solide. C'est une danse perpétuelle totalement contrôlée par l'énergie.
Et nous voici à notre 5e et dernière étape, les briques invisibles. Bienvenue dans le monde microscopique. Le point crucial à comprendre maintenant, c'est que même si une table en bois a l'air d'être un bloc hyper solide, continu et parfaitement plein, elle est en réalité constituée de particules minuscules totalement invisibles. C'est un peu comme si la matière était un mur géant construit avec des milliards de petites briques invisibles. Ces briques, ce sont les atomes et les molécules, et elles s'assemblent pour former absolument tout ce qui a une masse et occupe de l'espace dans notre univers. Pour bien synthétiser tout ce qu'on vient de voir, imaginons une petite expérience toute simple. On prend un glaçon et on le pose dans un verre. Il va absorber la chaleur ambiante de la pièce. Résultat, il fond et devient de l'eau liquide. Si on verse cette eau dans une casserole sur le feu, elle va chauffer et finir par se transformer en vapeur, donc un gaz. En observant cette transition super banale de solide à liquide puis à gaz, on est tout simplement en train d'observer l'énergie thermique qui s'amuse à agiter les briques invisibles de la matière pour en changer la structure. C'est fou quand on y pense. Ce qui nous amène à une réflexion finale assez vertigineuse. On vient de voir que tout ce qui nous entoure, l'air, l'eau, la roche, possède une masse, un volume, réagit à la chaleur et se compose de particules invisibles. Mais si la matière telle qu'on la connaît n'est que la surface visible construite par ces atomes et molécules, quelles autres forces ou structures complètement invisibles sont en train de bâtir le reste de notre univers? C'est le genre de question qui donne le tournis, n'est-ce pas? Ça ouvre en tout cas la porte aux immenses mystères du monde atomique, qu'on aura tout le temps de décortiquer une prochaine fois. Merci d'avoir suivi cette exploration aujourd'hui et à très vite pour plonger encore plus loin dans les secrets du monde physique.